Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Michel Auboin. Bonjour. Vous êtes ancien préfet, haut fonctionnaire, auteur notamment de l'essai 40 ans dans les cités aux éditions des Presses de la Cité. Vous avez notamment entre 2009 et 2013 été en charge de la naturalisation et de l'intégration des étrangers pour le ministère de l'Intérieur. Et vous êtes auteur également de ce dernier livre, Le défi d'être français, aux éditions également des Presses de la Cité. Un livre qui est très bien résumé sur la 4e de couverture. Ce livre est un plaidoyer pour l'affirmation de l'identité française, pour sa défense au moment où les frontières deviennent poreuses, où elles ne sont plus garantie que par l'Europe dans les conditions chaotiques que l'on sait. Et effectivement, quand on lit votre livre, donc c'est un livre témoignage qui retrace largement votre expérience et qui permet de rejoindre finalement la petite histoire avec la grande. Et on se rend compte, notamment à travers votre expérience au ministère de l'Intérieur pour l'intégration et la naturalisation des étrangers, à quel point l'identité française est une chose difficile à transmettre, à définir et d'ailleurs même au niveau légal finalement c'est comme ça comme dans votre livre vous vous êtes rendu compte à quel point c'était compliqué de définir un cadre finalement à cette identité française et c'est d'ailleurs ce que vous avez essayé de faire d'abord sur le plan juridique pendant votre travail et aujourd'hui avec ce livre. Oui, c'est effectivement assez difficile de dire ce qu'est l'identité française. En fait, on a quand même une grande majorité des Français qui, eux, sont d'origine française. Donc, d'une certaine façon, la question de l'identité ne se pose pas. Ils sont français en tant que tels. Et ce que j'explique et ce que je redis, parce que même si c'est complètement évident, c'est pas ainsi qu'on l'entend tous les jours et dans les expressions les plus répandu. Et puis on a le seul moment où on peut définir l'identité française, c'est dans le cadre de la naturalisation, c'est-à-dire lorsqu'un étranger demande à devenir français. À ce moment-là, il y a un cadre juridique qui est le Code civil et qui indique de façon un peu sommaire que celui qui veut devenir français doit parler le français, connaître à minima l'histoire de France, les institutions et comprendre les valeurs de la République. Non, c'est un cadre qui est très général et c'est parce que c'est un peu général que j'ai essayé de travailler dessus à l'époque pour essayer de définir les conditions dans lesquelles chacun pouvait où chaque candidat devait se retrouver. Alors la seule réponse que j'ai réussi à apporter, c'est celle de la langue française, parce que heureusement, il existe une norme européenne qui permet de qualifier le degré d'utilisation de la langue en un cadre qui part du A1 et qui finit au C2. C'est le même cadre d'ailleurs qui sert à la plupart des Français qui veulent savoir quel est leur niveau d'anglais par exemple. Nous, c'est pour le français. Et donc, en ayant défini le niveau du B1 comme celui où l'usage du français est justifié qu'on puisse devenir français, on a normé d'une certaine façon l'usage du français. Bon, je suis pas sûr que on soit allé jusqu'au bout de la logique, et puis tout ce que j'ai mis en place à côté pour y arriver a été des faits ensuite, donc c'est assez compliqué aujourd'hui. Et le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, moi, à la force de travailler sur le sujet, j'ai fini par comprendre que le cœur quand même de notre identité, c'était notre histoire. Qu'est-ce qui fait notre identité? C'est notre histoire. Et c'est pas, contrairement à ce qu'on écrit, notre avenir. Parce que notre avenir, personne ne sait l'écrire. Et tous les grandes phrases un peu... celles qui sont le plus souvent proclamées sur le thème le partage des valeurs, le destin commun, le vivre ensemble, ou même ce qu'appelait Malraux pompeusement la communauté des rêves, tout ça c'est très beau, c'est parfois poétique, mais ça donne rien de l'identité française. L'identité française, en fait, elle est, je compare la France à une famille, elle est l'histoire du peuple de la France, comme les familles ont leur propre histoire de famille, et c'est ça qui crée cette identité, quoi. Or, cette histoire de la France, ça fait quand même un bout de temps qu'elle n'est plus enseignée,
Et d'ailleurs, ça fait même très longtemps qu'elle n'est pas réécrite, parce que d'une certaine façon, l'histoire de la France qu'on a pu nous enseigner lorsque moi j'étais enfant, dans les années 60, qui était issue d'une histoire écrite sous la Troisième République, aujourd'hui, elle aurait beaucoup évolué si on devait la réécrire, parce que les historiens ont beaucoup retravaillé sur le sujet. Sauf que personne en a fait une synthèse suffisante qui permettrait aujourd'hui de dire voilà ce qu'est la France, voilà quelle est son histoire, et voilà ce que vous devez savoir de cette histoire. Absolument, et on va voir aussi que cette histoire, cette définition de l'identité française bute sur plusieurs écueils qui sont liés notamment par exemple à la croyance que le droit finit par engendrer on se repose trop sur le droit pour définir les réalités. Par exemple, on considère que la naturalisation entraîne forcément par exemple le patriotisme, et donc on a différents Français, qu'on le veuille ou non, sur le territoire, et il y a des Français, ce que à l'époque on pouvait appeler un peu vulgairement les Français de papier, mais ça existe finalement, puisque c'est aussi la faute de l'État français qui n'arrive plus à parler de la France, notamment aux étrangers. Oui, alors c'est d'autant plus vrai que depuis que mon livre est sorti, j'ai rencontré plusieurs groupes de lycéens et de collégiens, et qu'à chaque fois que je pose la question qui parmi vous est français, la réponse c'est personne, alors qu'en fait ils sont pratiquement tous français. Et si je creuse un peu et que je leur dis mais toi par exemple tu es quoi, ils me disent moi je suis marocain, et toi je suis congolais, etc. Alors qu'en fait ils sont tous français, et qu'ils soient d'origine marocaine ou congolaise, ça ne change rien, ils sont quand même tous français, quoi. Et dans un groupe de 35 il y a quelques semaines, où j'ai posé la question, à certains moments je me suis dit c'est quand même pas possible, j'étais pas en banlieue en plus, que sur 35 lycéens je trouve pas au moins un français. Donc je repère un qui a l'air un peu français, je lui dis mais toi t'es quoi? Il me dit moi je suis italien. Et je lui dis mais tu es italien, ton père était italien? Il me dit non, c'est le père de mon grand-père. Je lui dis stop, on arrête, c'est-à-dire si c'est le père de ton grand-père qui est italien, toi t'es quand même français depuis 4 générations, donc tu es français d'origine française en droit. Il faut oser le dire. Ce déni d'être français, c'était en fait l'envers de mon défi d'être français, quoi. C'est-à-dire que on a aujourd'hui une génération, et on l'a vu récemment là, dans les émeutes, une génération de jeunes qui ont été élevés dans la défiance à l'égard de la France et de ses institutions, et puis parfois même dans la haine à l'égard de la France. Donc, et qui en même temps sont français, comme vous l'avez dit, depuis plusieurs générations, au moins une ou deux, et donc ils sont déracinés complètement. Ils peuvent pas se définir, ils se définissent eux-mêmes comme marocains, algériens, africains, mais finalement ils ne connaissent rien de ce pays-là, ils n'y vont, ou alors ils y vont que pour les vacances. Et c'est ça aussi qui crée la violence. Oui, et c'est encore pire, c'est-à-dire que quand ils sont les Français d'origine marocaine qui retournent au Maroc, les jeunes qui sont nés en France, et donc parfois c'était le grand-père qui a émigré, quand ils vont au Maroc, ils sont considérés comme des étrangers, quoi, clairement. Donc, et il y a aucun doute là-dessus. Donc, c'est vraiment ces jeunes-là, c'est vrai. Et en travaillant sur les banlieues, on s'en aperçoit, ils sont en souffrance. Ils sont en souffrance aussi parce que personne ne leur a dit d'où ils venaient, qui ils étaient, où ils habitaient, dans quel pays ils se trouvaient, dans quelle commune. Parfois, ils ne le savent pas, etc. Donc, il y a quand même un problème global. Et ça, c'est quand même le cœur de tout ça, c'est que nulle part, dans tout leur cursus scolaire, depuis la maternelle jusqu'au lycée, on leur a dit, voilà ce qu'est la France, voilà ce que sont les institutions, voilà ce qu'est l'histoire de ce pays, qu'elle vous semble ou non sympathique, peu importe, vous êtes obligé d'y adhérer. Voilà. C'est comme une famille. Ce que je dis très bien, il y a des cousins que vous n'aimez pas, il y a des grandes tantes qui sont insupportables, mais il n'empêche qu'ils font quand même partie de votre famille. Voilà, vous êtes obligé de les adopter telles quelles, quoi. Et la France, c'est pareil, vous êtes obligé d'adopter telles quelles. Et la France, elle, par rapport à beaucoup d'autres pays, y compris européens, elle a sur les autres quelque chose qui est très particulier, qui est son ancrage très ancien, puisque en fait, la France est un pays d'immigration récent, très récent. L'immigration a commencé après la guerre 14-18. Contrairement à ce que beaucoup veulent nous faire croire en disant qu'on a toujours été une terre d'immigration. C'est une ineptie complète. Tous les historiens vous le diront, de nous faire croire qu'on est issu de la mixité ethnique, etc. C'est totalement faux. Les 3/4 des Français sont d'origine française, et ces Français d'origine française, ils connaissent aujourd'hui leur généalogie française et provinciale, en fait, depuis le XVIe siècle, et probablement. Mais en fait,
fait sur toute une partie de la France qui a rarement été touchée par des apports de population nouvelle. Ces Français-là, si on creusait ou si on faisait des études génétiques qui existent ailleurs mais qu'on ne fait pas en France, on trouverait pour une grande part des origines gauloises. Il faut dire les choses comme elles le sont, parce que après les populations gauloises... Les immigrés, les Français d'origine immigrée nous appellent les Gaulois aussi. Oui, mais d'ailleurs ils ont raison du coup. Ils ont raison, c'est ça. Ils ont raison. Ils nous renvoient aussi à une réalité que nous, quelque part, on dénie parce qu'on a cette espèce d'universalisme dévoyé. Oui, on l'a complètement dénié. Les Gaulois ont été rangés dans la case des... Je ne sais pas comment dire, moi j'appelle ça la part sombre de notre histoire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas évoquer les Gaulois parce qu'on a enseigné les Gaulois des populations africaines. C'est vrai que ce n'était pas forcément malin, mais en tout cas, il ne faut plus parler des Gaulois. Or, les Gaulois, depuis 10 ans, depuis 20 ans, mais surtout depuis 10 ans, on les connaît beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup de fouilles archéologiques faites par l'INRAP partout, y compris à Paris, à Saint-Denis, etc. Et donc, on les connaît beaucoup mieux. Et on sait bien quelle est la continuité entre ces peuples anciens qui étaient sur le territoire national un millénaire avant notre ère, quand même. Et aujourd'hui, parce que ensuite, après les Gaulois, sont venus des Francs, qui étaient très peu nombreux, quelques dizaines de milliers comparés à plusieurs millions. Puis ensuite sont venus des populations nouvelles, les Normands, etc., mais qui sont restés toujours très minoritaires. Et en fait, à aucun moment, en tout cas sur une grande partie du territoire national, la population d'origine a été bousculée. Donc jusqu'au lendemain de la guerre de 1914, ces populations sont restées dans leur jus, si je puis dire. Alors on reviendra sur l'histoire effectivement qui est mal enseignée, qui est plus enseignée d'ailleurs, mais je voudrais aussi axer sur une autre science qui est peut-être encore plus reléguée dans les bas-fonds et qui est encore plus tue par les institutions, c'est la géographie. Puisque là on parle aussi, effectivement ces jeunes ne savent pas d'où ils viennent, mais ils savent pour la plupart même pas où ils sont, quel est le territoire, même sur le temps présent, ils n'ont aucune idée de ce que peut être la Lozère, le Cantal, les territoires, et en plus c'est la ruralité qui fait le lit finalement de la nation, c'est là où l'histoire est la plus présente. Donc ça aussi c'est une difficulté pour ces jeunes qui ne connaissent même pas le territoire et qui parfois, vous l'avez dit, ne connaissent même pas le nom de leur commune et se contentent du nom de leur quartier. Oui, alors ça c'est l'autre aspect. Alors, d'abord la géographie de la France n'est pas enseignée non plus à l'école primaire, même les rivières, les montagnes, etc. Mais comme on le faisait jadis, mais surtout ce qui est totalement honni en France, et ça depuis la guerre, c'est tout ce qui concerne l'enseignement de l'histoire qu'on appelait locale, c'est-à-dire l'histoire de l'environnement immédiat, du petit pays, etc. Tout ça est absolument interdit pour des raisons idéologiques, et donc vous pouvez pas expliquer, l'enseignant ne peut pas construire une histoire dans laquelle il expliquerait que le garçon habite dans un quartier de Creil, mais que Creil c'est une commune, qu'elle a une histoire, qu'elle s'inscrit dans l'histoire du sud de la Picardie, etc. Toutes choses qui permettraient de donner un cadre à ces jeunes. Or, le jeune qui habite sur le plateau à Creil, lui, il connaît que le plateau. Donc, sa propre identité, c'est celle du plateau. Et dans le plateau, il s'est reconstruit une identité de quartier qui considère les autres quartiers comme des ennemis et avec le plus souvent aujourd'hui, d'ailleurs, une sorte de, comment on peut dire, de musique patriotique du quartier qui est le rap. Donc, chaque quartier ayant son groupe de rap. Et cette identité sommaire, elle se redéfinit par rapport à ça. Et alors, l'identité locale a complètement éclaté. Moi, simplement sur la province, et ça vous avez parfaitement raison, mais la province commence dès le périphérique franchi, parce que moi, ma province, elle était à 15 km de Paris, et c'était pourtant la province aussi, quoi. Absolument, d'ailleurs, et vous retracez, c'est une manière assez intéressante de retracer l'histoire de France. Vous retracez aussi votre propre histoire personnelle, notamment celle de la Beauce, puisque c'est là d'où vous êtes originaire, pour finalement faire comprendre aux gens que c'est aussi forcément plus facile, mais valorisant, de se dire que nos ancêtres ont vécu pour la plupart sur le même territoire, et c'est forcément plus compliqué quand on a des personnes qui sont issues, qui ne peuvent s'identifier qu'à 2 ou 3 générations dans le passé, de se fondre dans ce territoire et dans cette identité, quand on a, comme vous, sur une vingtaine de générations vécu en Beauce, et donc donc ça permet aussi de replacer finalement chaque chose à sa place. Oui, oui. En fait, l'origine du livre, c'est comment dire,
un moment très particulier, un peu abyssal, où j'avais en face de moi un jeune qui ignorait totalement même l'histoire de ses propres parents, c'est-à-dire que vraiment qui était complètement hors sol, comme on pourrait dire, et puis moi qui n'arrivais pas à dire que mon histoire était aussi ancienne. C'est-à-dire, en fait, on était le plus éloigné possible sur le spectre de l'incompréhension, quoi, pour dire les choses sous une forme raccourcie. Et donc, ce jeune souffrait de ne pas savoir d'où il venait, c'est évident, et cette souffrance génère une partie de la violence qu'on connaît aujourd'hui. Mais moi, j'avais une autre souffrance en moi qui était, mais comment est-ce que je peux parler de cette origine que j'ai découverte en partie par hasard, par le hasard des archives, et qui fait que le Hautboin, puisque tel est mon nom, le plus anciennement connu, était dans les archives de la cathédrale de Chartres à la date 1080, et que depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, tous les Hautboins habitent à Chartres. Donc, pas moi, mais encore mes frères et sœurs, et donc et mes parents sont décédés à Chartres il y a encore quelques années. Donc rien n'a bougé. Cette famille n'a pas changé d'endroit depuis le XIe siècle. Et c'est difficile à expliquer parce que ça peut paraître prétentieux quand on le dit, ça ne l'est pas. Puis en plus, vous avez lu le bouquin, donc ma famille n'était pas une famille aristocratique. Hein. Je n'y retrouve que des bergers, des charretiers, des gens qui étaient tout en bas de l'échelle sociale et qui ont survécu juste par miracle, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Mais le fait d'asséner qu'on est ancré dans un territoire depuis une période aussi ancienne et surtout de la rattacher à l'histoire de la cathédrale de Chartres était quelque chose qui était inaudible, y compris quand je m'adressais à mes amis français. Donc je crois que c'est cette distance-là qui m'a obligé à écrire ce livre pour expliquer. Alors mon exemple n'est juste qu'un exemple, hein. On aurait pu prendre n'importe quel autre exemple et quelle histoire. La grande chance aujourd'hui, c'est que la plupart des archives sont accessibles, ce qui n'était pas il y a 10 ans. Donc on peut quand même connaître aujourd'hui, grâce à toute une série de documents archivés, des informations sur ses ancêtres. En général, assez facilement jusqu'au XVIe siècle, mais en fait, en creusant un peu, on peut aller bien au-delà si on veut. Donc le travail que j'ai fait un peu par hasard au départ sur mes ancêtres au Moyen-Âge, je pense qu'il y a beaucoup de Français pourraient le faire aujourd'hui. Mais alors cette espèce de malaise à parler de ses racines, ça nous amène aussi à décrire ce que vous dénoncez un petit peu dans votre livre aussi, le fait que quelque part en France aujourd'hui, par un processus de valeurs qui ont été un petit peu dévoyées, inversées, on a du mal à finalement à glorifier l'identité française, à l'exalter, et c'est aussi ce que les étrangers nous reprochent, ce que les immigrés, les Français d'origine étrangère nous reprochent, c'est de ne pas être capables, et je pense qu'ils préféraient un discours patriotique, exalté, fier, comme ils le sont eux d'ailleurs de leurs origines, plutôt que cette espèce de repentance continue qui finalement leur inspire un manque de respect. Oui, c'est sûr. On se heurte depuis des décennies à un contre-discours sur la France. Enfin, la France est qualifiée de pays raciste, colonial, etc. Enfin, vous entendez ça tous les jours. Et ce ne sont pas des étrangers qui le disent le plus fort, hein. C'est quand même des Français. Bon. Parfois, c'est des Français par accro, parfois c'est des Espagnols pieds noirs, mais enfin bon, il n'empêche que c'est quand même des Français qui le disent. Les étrangers que je rencontre moi, puis j'en ai rencontré beaucoup lorsque j'étais directeur de l'intégration, ces étrangers-là, ils viennent en France souvent avec une image positive de la France. Ils viennent d'un pays, ceux qui viennent de l'Afrique francophone, par exemple, ont une image très positive de la France. Et pour eux, le voyage en France est un élément positif de leur propre histoire. Ils viennent à Paris, ils viennent parler français, et souvent d'ailleurs ils parlent, j'ose le dire parce que c'est assez vrai, quand j'entends des amis sénégalais ou du Burkina Faso, etc., ils parlent quand même un français impeccable, hein, souvent. Donc on est surpris, mais objectivement est un peu meilleur que celui qu'on entend parler dans la rue au bistrot du coin, quoi. Et donc ces gens-là viennent avec une vision positive, et ils arrivent ici. Et c'est une douche froide. On leur dit mais non, regardez,
comme ce pays est raciste, comme il est discriminant, comme etc. Et ils sont très déstabilisés par cette. C'est toute l'histoire du musée de l'immigration là dont on a parlé un peu ces derniers temps, parce qu'il était placé sous ma tutelle quand j'étais directeur, où on donnait une image misérabiliste de l'émigré, alors que lui, il avait, à titre personnel, une image très positive de sa migration, quoi. Donc on était à contre-temps. On a rendu des tas de gens malheureux pour ne pas, qui n'ont pas compris quel avait été le sens de leur migration, quoi. Donc c'est ça qu'il faut arriver à retrouver, quoi. Moi, dans ma famille, j'ai des Vietnamiens. Par alliance, ils ont échappé, c'était que des femmes, tous les hommes avaient été massacrés, elles ont échappé au massacre, elles sont arrivées en France avec une image hyper valorisée de la France. Aujourd'hui, tous ces gens-là, ma famille et tous les autres, ils occupent tous des postes de très haut niveau, d'ingénieurs en particulier. Hier, je disais sur une radio, est-ce que des Vietnamiens ont manifesté, ont participé aux émeutes? Évidemment non, quoi. Donc, l'immigration n'est pas forcément un facteur de déstabilisation, hein. Ça peut être aussi un facteur positif si elle concerne des populations qui elles-mêmes ont une vision positive de leur voyage. S'intégrer, mais encore une fois, là aussi, on est passé au début donc, de la République à une politique d'assimilation, à une politique aujourd'hui d'intégration, où on explique finalement même que c'est très bien que ces gens-là conservent leur identité d'origine, qu'on peut même être finalement français comme on l'entend, et que l'identité française serait une construction presque individuelle. Et donc c'est aussi c'est ça qui crée la division plus qu'autre chose, quoi. Ah oui, c'est sûr. On a une idéologie européenne qui est l'idéologie de l'inclusion, c'est-à-dire chacun vient avec son bagage, et celui qui accueille dans votre propre maison, vous devez abandonner une partie de ce que vous avez pour le mettre à disposition de celui qui arrive, quoi. Donc vous abandonnez une partie de votre identité, voilà. C'est comme ça que l'école n'enseigne plus l'histoire de France, d'ailleurs. Cette politique d'inclusion, elle est mortifère pour nos pays. Et puis par ailleurs, on a une autre idéologie qui est l'idéologie anglo-saxonne, qui d'un certain point de vue est d'essence racialiste, c'est-à-dire que chaque communauté vit comme elle l'entend et elle est représentée politiquement, sauf que dans la représentation politique, il y en a qui sont plus forts que d'autres, quoi. Et ça, c'est complètement contraire, non pas à nos valeurs républicaines, mais à notre culture. Et d'abord, il faut dire les choses, à notre culture chrétienne, c'est-à-dire à la reconnaissance de l'individu en tant qu'individu face à Dieu et dans sa relation avec les autres. Et donc là encore, on vous parlait d'identité chrétienne, la laïcité a ici été une autre phase de ces valeurs qui sont dévoyées pour finalement nier notre identité chrétienne, justement. Et c'est ce qui rend à la fois l'histoire de France très compliquée à enseigner aujourd'hui si on veut rester dans un socle purement républicain, et en même temps, ça entraîne une incompréhension vis-à-vis des étrangers, des populations d'origine maghrébine et africaine, puisque c'est un concept qui leur est totalement étranger et qu'elles n'arrivent pas à comprendre, et elles se disent mais pourquoi vous n'arrivez pas à assumer cette identité chrétienne, ce qui est un problème d'ailleurs plus proprement français, puisque même dans les pays en Europe, au Danemark par exemple, on assume parfaitement son identité chrétienne religieuse. Oui, non, mais ça, c'est complètement évident. Alors, les responsabilités sont très partagées dans ce... Alors, évidemment, il y a toujours cette idéologie de la laïcité qui ne nous a pas protégés de la progression de l'islam, hein, d'une certaine façon, mais qui empêche, et effectivement... Ce qui est quand même fou, je pense à la cathédrale de Chartres, qui est quand même l'un des monuments religieux les plus emblématiques de France, quoi. Qu'on ne puisse pas parler de l'essence chrétienne de la cathédrale de Chartres, c'est quand même étrange, quoi. Or, on en fait un monument purement historique. C'est devenu un monument d'art. En fait, d'ailleurs, il y a que des historiens d'art qui s'y intéressent, ou presque. C'est devenu de l'art, parce que l'art, c'est une religion d'aujourd'hui athée. Voilà. Donc, mais non, c'est quand même. Si la foi n'avait pas porté ceux qui l'ont construite, elle n'aurait jamais été là aujourd'hui. Et sans doute que la foi au XIIe et XIIIe siècle était tellement importante qu'on a réussi à faire des choses qu'on ne saurait pas faire aujourd'hui non plus. Donc c'est important de leur dire, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et ceux qui viennent
de l'étranger, ils sont tous porteurs d'une religion. C'est rare les pays où il n'y a pas du tout de religion. Donc soit ils sont musulmans, et ils comprennent pas du tout, et ils s'engossent d'ailleurs de notre façon de nous réfugier derrière la laïcité, soit ils sont chrétiens, pour les gens qui viennent de l'Afrique francophone, les Congolais, etc. Et alors ils comprennent encore moins pourquoi ils sont pas soutenus dans leur foi ici en France. Donc on a un vrai problème. Et ça, si je peux me permettre, hein, même l'Église française y est en partie responsable. C'est-à-dire qu'elle n'est pas non plus assez militante, sans doute, pour faire valoir son propre point de vue dans l'espace de la République. Et il y a des problèmes de financement aussi des églises. Donc à part là, c'est aussi un problème de l'État, puisque c'est les villages qui doivent s'en occuper. Et donc on a un problème d'entretien même du patrimoine. Mais finalement, c'est aussi ce problème d'entretien du patrimoine, il vient du fait que la foi, malheureusement, a reculé et que donc même les églises, celles qui sont abandonnées aussi par les fidèles, quoi. Oui, alors moi je crois pas trop au recul de la pratique, je vais vous dire, parce qu'on est passé d'une pratique qui était une pratique, comment dire, très traditionnelle où les gens allaient à la messe parce qu'ils allaient à la messe. Aujourd'hui, on a dans les églises des gens qui viennent parce qu'ils veulent exprimer leur foi. Donc c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Et par ailleurs, la France continue d'enterrer ses morts à l'église. Donc même si le baptême a reculé, les obsèques, par exemple, restent encore marquées par la religion. Donc on peut pas vraiment dire qu'on a un grand recul. Enfin, il faudrait le réétudier différemment. Je crains toujours, moi, dans les statistiques, les biais qui sont introduits par ceux qui pensent trouver ce qu'ils vont chercher, quoi. Donc je me méfie un peu de ça. Et je pense, et par ailleurs, il y a eu une église nouvelle, hein, africaine en France. Moi, je l'ai vécu à Évry, par exemple, qui est très vivante, très dynamique et qui demande juste à s'exprimer et puis avoir la possibilité de se regrouper, quoi. Vous restez en direct avec nous jusqu'à 9h15, Michel Auboin, mais tout de suite, on va revenir évidemment sur tout un tas d'autres facettes de votre livre, mais il est 9h pile sur la ligne droite et il faut faire un petit point d'information avec Adèle Rosner. Vue de haut. Nous sommes toujours avec Michel Auboin, haut fonctionnaire, ancien préfet, auteur notamment de l'essai 40 ans dans les cités aux éditions des Presses de la Cité, en charge entre 2009 et 2013 de la naturalisation et de l'intégration des étrangers pour le ministère de l'Intérieur, et qui nous présente son dernier livre, donc Le défi d'être français, aux éditions des Presses de la Cité, un plaidoyer pour l'affirmation de l'identité française. Michel Auboin, justement, j'en profite, on a évoqué pendant le bulletin d'information le Tour de France. Là aussi, on est typiquement, c'est un cas typique de ces deux mondes qui se font face, puisqu'on voit dans le public du Tour de France, on voit beaucoup de Français, de Français d'origine française, et on voit assez peu de Français d'origine migrée. Il ne s'agit pas là de leur reprocher, mais il s'agit de simplement de constater qu'il y a une incapacité à transmettre cette France-là qui existe et qui est plutôt en train de disparaître aujourd'hui. Oui, c'est vrai, vous avez raison. En fait, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça joue aussi à travers le sport, cette transmission. Et il y a un exemple qui est quand même complètement flagrant, c'est le football et le rugby. Le football versus rugby, quoi. Alors que le rugby qui est porté par des valeurs à l'origine rurale, hein, paysannes du sud-ouest, et continue de véhiculer ces valeurs-là. Il y a énormément de joueurs du 15 de France qui sont issus de familles rurales, du Gers. Exactement. Et celles qui ne le sont pas, elles sont issues de la France du Pacifique, parce que des régions que j'ai administrées, Wallis et Futuna en particulier, où j'étais préfet, et là, c'est des vraies valeurs de la France, quoi. Hein, avec le drapeau français sur les maisons, etc. Donc on a cette France-là qui joue au rugby, et puis on a une autre France qui joue au football, et dont le représentant est le plus grand, celui qui est l'idole absolue de tous les jeunes de banlieue, qui est Kylian Mbappé, quoi, et qui à lui tout seul, avec un message, peut allumer un incendie ou peut l'éteindre, hein, et qui aurait mieux fait d'ailleurs de l'éteindre plutôt que de l'allumer, mais on a bien ces deux France-là, et peut-être qu'il faut faire un travail aussi sur le sport dès le plus jeune âge. Ouais. C'est vrai, et je voulais en parler d'ailleurs de ces histoires de banlieue. Alors, on avait commencé à l'aborder avant, mais c'est donc ces émeutes de banlieue qui ont bien sûr marqué le territoire ces dernières semaines. Vous qui avez beaucoup travaillé dessus, vous avez d'ailleurs rendu un rapport en 2016 au Premier ministre sur la situation des banlieues. Qu'est-ce que vous avez pensé en voyant cet embrasement? Est-ce que c'était prévisible? Est-ce que vous pensez que c'est un symptôme de... Alors évidemment, il y en a eu d'autres avant par le passé, mais cette éruption vraiment là, beaucoup plus violente ces derniers temps, c'est aussi le symptôme de tous les échecs de la République depuis 20 ans?
D'abord, c'était totalement prévisible. Alors ça, les éléments déclenchants de l'émeute, elles ont été étudiés depuis les années 90, donc il était évident. Moi, dès que j'ai su qu'on avait ce type d'accident, j'ai aussitôt dit à mon épouse, dans moins d'une heure, il y a le feu dans les banlieues. C'était complètement évident. J'espère qu'on avait bien lu les rapports au ministère et qu'on était bien prêt à éteindre l'incendie quand il se déclencherait. Comme toujours, il faut être hyper réactif et surtout il faut avoir un discours bien clair et bien affirmé au plus haut de l'État si on veut que tout le monde comprenne ce qui est en train de se passer. Donc ça, sur les émeutes, il n'y avait aucun doute. Mais les émeutes, c'est un peu comme les feux de forêt, c'est-à-dire que vous avez l'allumette et puis vous avez le milieu inflammable. Bon, l'allumette, vous ne pouvez pas prévoir. Hein. Vous ne savez pas quel l'incident va mettre le feu à la forêt ou déclencher l'incendie des banlieues. Mais le milieu inflammable, ça, vous pouvez prévoir parce que vous le suivez. Donc, vous savez très bien ce qui peut s'enflammer ou pas. Les banlieues, elles sont devenues hautement inflammables, en particulier parce que ceux qui participent au désordre aujourd'hui sont beaucoup plus jeunes que ceux qui étaient les générations précédentes. Et ceux-là ont des comportements qui sont complètement irrationnels. Alors, en fait, il n'y a pas de discours politique derrière, il y a plus d'associations, ils sont livrés à eux-mêmes et leur comportement est... c'est difficile à qualifier, mais il faut les rencontrer pour comprendre à qui on s'adresse vraiment. Mais leur comportement est complètement irrationnel. D'ailleurs, ils ont fait des choses irrationnelles qui vont payer fort cher, parce que tous ceux qui ont pillé des magasins, la police va forcément les retrouver. Ceux qui ont brûlé des équipements publics à plusieurs millions d'euros, à un moment ou à un autre, il y aura des recherches en responsabilité. Et avec les images qui circulent partout sur les réseaux, ça va pas être très compliqué. Ça va prendre du temps. Mais ça va pas être très compliqué de remonter jusqu'aux sources, quoi. Et puis ils ont détruit leur propre quartier finalement. Mais ça ils le font tout le temps. Ouais. Il y a une part nihiliste dans cette expression de la violence. Le premier truc qu'ils vont faire, c'est d'abord détruire des choses qui, d'une certaine façon, leur appartiennent. Ils vont détruire la voiture du voisin. Certains sont même prêts, sans doute, j'en sais rien, mais à mettre le feu à leur propre voiture pour montrer comment l'incendie était beau. Il y a une part nihiliste, il y a une part presque suicidaire dans cette expression-là. Qui relève parfois plus de la psychiatrie que de la politique, quoi. Donc je pense que, je dis ça, j'espère que ça ne va pas m'attirer trop de foudre, mais c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est Maurice Berger, le pédopsychiatre, qui a beaucoup travaillé sur ces profils de jeunes. Quand on a vu les vidéos, on a bien vu cette espèce de culte de la violence pour la violence. Alors c'était le culte de la violence pour la violence d'abord, quelle que soit la cause, puis après ça a été l'occasion du pillage, parce qu'à chaque fois, de toute façon, qu'il y a un truc à voler, ils sont toujours les premiers à les voler. Pas que, parce que du coup, d'autres l'ont fait aussi, mais donc c'était inflammable. Alors, le problème, c'est comment, depuis 40 ans, depuis 30 ans en fait, depuis 40 ans, parce que les émeutes ont commencé en 80, donc on est depuis 42 ans, que ces émeutes existent en France et qui n'existent qu'en France, sous cette forme-là, dans tout l'espace européen, hormis les quelques émeutes qui ont eu lieu à Malmö en Suède, mais enfin c'est juste dans des quartiers. Comment on n'a pas réussi, avec tous les moyens qu'on a mis en œuvre, à résoudre le problème? On n'a pas réussi parce que depuis le début, on s'est trompé sur l'analyse du problème. On pose pas les bonnes questions, donc on trouve pas les bonnes réponses. Et le logiciel qui a été mis en place, qui est porté aujourd'hui par des structures administratives, du ministère de la Ville, qui est porté par des milliers d'acteurs associatifs qui, d'une certaine façon, vivent aussi de cette politique de la ville, fait que personne change d'avis sur la façon d'aborder le sujet. Et moi, mon livre a servi à rien, mon dernier livre, de ce point de vue, parce que je ne crois pas que quelqu'un, et pourtant j'ai beaucoup parlé, et d'ailleurs pas tellement plus le rapport que nous avions rendu au Premier ministre non plus d'ailleurs. Personne n'a essayé de comprendre les raisons de ce phénomène et la façon dont il faudrait l'aborder. En fait, aujourd'hui, il faudrait arrêter la politique de la ville, arrêter la politique de rénovation urbaine, arrêter la politique du logement social en France. À mon avis, on devrait même créer un moratoire, là, en disant c'est comme la faillite de notre politique de logement social, et puis commencer à réfléchir sur la remise la reconstruction d'une nouvelle politique pour résoudre ces problèmes, quoi. Vous pensez que c'est une situation qui est encore sauvable, en tout cas sur le long terme? Vous pensez que c'est... Parce que là, quand on a vu l'état de ces jeunes-là... C'est toujours solvable, parce que
on est quand même un grand pays. D'ailleurs, tout le monde avait dit les émeutes dureront longtemps. Moi, je n'en savais rien, mais je me suis quand même rendu compte là, c'est que la police a adapté ses méthodes d'intervention. Donc, en fait, ils ont été au contact beaucoup plus rapidement. Ils ont été plus mobiles. Ils ont été alimentés. La police a été alimentée merveilleusement par les réseaux sociaux qui alimentent Snapchat, qui alimentent les jeunes, mais qui alimentent aussi la police. Ce qui fait que c'était plus facile de les intercepter puisqu'ils annonçaient où ils allaient aller. Et surtout, la justice a été très diligente. Objectivement, le seul moyen d'éteindre l'incendie, c'est l'incarcération. Donc, dès lors qu'on a commencé à avoir des déferments et des condamnations à de la prison ferme, tout s'est arrêté. Parce que malgré tout, ils sont irrationnels, mais ils ne sont pas complètement fous et ils ont une peur bleue d'aller en prison. Donc, même aujourd'hui, avec l'image qu'on en a de la prison. Oui, c'est une fausse image, l'image qu'on a de la prison. Les jeunes, surtout les plus jeunes, ils ont une trouille bleue. Enfin, je veux dire, la plupart, ils pleurent au tribunal. Hein. Donc, parce qu'ils ont toujours vécu avec maman. Hein. Là, ils vont plus vivre avec maman pendant quelques mois. Quoi. Donc, et la prison va les aider. Parce que contrairement à l'idée qu'on s'en fait, les quartiers pour mineurs dans les prisons sont isolés du reste, donc c'est pas l'école du crime comme on le dit, et par ailleurs ils sont bien pris en charge par des structures éducatives et d'accompagnement social qui sont quand même assez outillées, avec des gens qui sont sérieux, etc. Et donc, beaucoup vont être sauvés par la prison. Voilà, il faut dire les choses comme ça. Hein. Beaucoup vont être sauvés par la prison. Et au-delà de l'incarcération, il y a aussi la question du discours à tenir à ces jeunes, puisque on avait parlé de leur déracinement complet. Vous pensez qu'on peut, avec un discours patriotique où on leur montre la France telle qu'elle est, les raccrocher à une identité et les sauver de ce nihilisme? Il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il faut arrêter avec les... parce qu'il y a la naturalisation qui est un acte volontaire. Vous devenez français parce que vous voulez devenir français. C'est compliqué d'ailleurs. Hein. Donc ça, c'est bien, c'est très positif. Et puis par ailleurs, il y a les gens qui accèdent à la nationalité française pour toute une série d'autres raisons, un peu automatiques et sans forcément qu'ils le sachent. Et ça, c'est ce qui arrive à la plupart des jeunes de la première génération. Et donc pour ces jeunes-là, ils sont devenus français, mais personne ne leur a jamais dit, ni au lycée, ni au collège, pourquoi ils étaient français, ce qu'était être français. Voilà, on leur a jamais dit. Et il n'y a pas de cadre qui leur permette de le dire. Voire même, parfois, ils entendent le discours inverse quand ils vont dans leur maison de quartier, etc. Donc, il y a deux choses. La première chose, c'est d'arrêter la distribution de la nationalité française à des jeunes de moins de 18 ans. Aujourd'hui, on peut devenir français à 13 ans. Hein. Donc mettre fin au droit du sol Non, c'est pas le droit du sol. C'est en fait, ça concerne... Enfin, c'est pas le droit du sol. Parce qu'on n'a pas vraiment de droit du sol en France. Hein, quand on est sur le territoire français, on peut devenir français à 18 ans. Quand on est sur le territoire français et qu'on a fait 5 ans de scolarité, on peut devenir français. Voilà, 5 ans de scolarité en continu. Si on est reparti au pays entre deux, on perd ça. Donc en fait, c'était une mesure qui avait du sens pour des jeunes de 18 ans, parce qu'ils savaient qu'ils rentraient dans la nationalité française, donc ils pouvaient encore être interrogés. Et puis petit à petit, on a descendu l'âge à 16 ans et aujourd'hui à 13 ans. Donc à 13 ans, une simple démarche auprès d'un tribunal d'instance fait que vous avez votre nationalité française. La plupart le demandent pour des raisons purement matérielles, c'est-à-dire le fait de passer le brevet, c'est souvent ça, parce qu'on leur demande un papier, ou le bac. Donc si c'est juste ça la nationalité française, on ne va pas y arriver. Par un tribunal, effectivement. Voilà. Donc je pense que là, il faudrait remettre ça dans les services administratifs, il faudrait une cérémonie dans les lycées, il faudrait des cours, un minimum qui fasse que... Et puis une obligation, peut-être une période probatoire pendant laquelle celui qui s'écarte du droit chemin peut pas avoir sa nationalité française. Parce que ça, ils auraient très peur aussi de ne pas l'avoir. Parce que la nationalité française, ça ne donne pas tellement plus de droits que le fait d'être étranger, mais quand même, ça permet toute une série de choses. Et leur tenir aussi un discours glorifiant, exalté sur l'histoire, sur la géographie, leur rappeler que la France est grande et que la France est belle. Et c'est ce que fait votre livre, Le défi d'être français, Michel Auboin, aux éditions des Presses de la Cité. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes haut fonctionnaire, ancien préfet et auteur notamment aussi de cet essai 40 ans dans les cités aux éditions des Presses de la Cité. Merci à vous.